Bonjour, rebonjour au studio M de Esprit Contract. C'est avec plaisir que j'enchaîne sur une nouvelle table ronde avec des invités de choix. Karine Gis, tu es directrice générale de Vitra France. Oui, merci beaucoup Frédéric. Je t'en prie. Jason Brackenbury, président de Floss France. Oui, merci Frédéric. Oui. Et Frédéric Sofia, un jeune designer plein de talent qui est designer, donc comme je viens de le dire, et on peut quand même le dire sans trahir le secret, tu es également co-directeur artistique du magazine Intramuros. Tout à fait, merci. Bonjour à tous. Comme je vous le disais, on se réunit, je vous en ai parlé tout à l'heure en conclusion du talk précédent, on va parler design et usage vers une transversalité des offres. Qu'est-ce que ça veut dire la transversalité des offres? C'est que depuis quelques années, il y a une vraie évolution dans le secteur du meuble et bien entendu des luminaires, avec des frontières qui s'amoindrissent entre les propositions pensées pour les particuliers et les professionnels. Alors on va en parler ensemble aujourd'hui. Chez Vitra, cette évolutivité des produits, comment elle s'exprime ? Alors nous déjà on est une entreprise qui existe depuis 80 ans, familiale, et en fait on a toujours eu une seule marque et dans laquelle en fait on crée, on design des produits pour la maison et le bureau. Donc c'était déjà assez naturel pour nous. Et puis aujourd'hui avec l'évolution en fait de la technologie, du Covid, les frontières, il y en a de moins en moins. Donc on va concevoir nous un produit pour en général jamais pour un seul lieu. On va faire en sorte que le même produit puisse aller à la maison ou au bureau. Il y aura certainement parfois des appétences en fonction du confort ou des usages plus pour l'un ou l'autre, mais voilà, il y a une certaine transversalité. Pas facile, hein, non, je te remercie d'avoir choisi le mot. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui est assez sympa, on en parlera plus, mais c'est que on a envie de bureaux qui ressemblent plus à des bureaux, et la maison qui avait été quand même très cloisonnée pendant longtemps commence à s'ouvrir, donc ça devient sympa. Et chez Floss, ça se traduit comment, cette porosité, c'est plus facile à dire, cette porosité entre les deux secteurs? Beaucoup mieux, oui, porosité. Surtout pour l'anglais, c'est... même chose, en fait, c'était vraiment Covid qui a avancé, ce qui était encore en train de se faire, une volonté d'avoir une espèce de travail qui était plus accueillant, plus cosy. Et évidemment, le début de travail à la maison. Et on a besoin, dans les deux zones, d'être confortable, d'être bien éclairé, qui n'est pas évident si on essaie de s'éclairer seulement avec les lampes domestiques. Donc, en fait, il faut vraiment rentrer dedans. Et nous, même chose, on est une entreprise avec 60 ans, un petit peu plus jeune que Vitra. Et nous... On a toujours développé des produits pour des marchés spécifiques. Donc, on a des usines dédiées à des produits architecturaux, décoratifs et aussi pour l'extérieur. Mais il y a une transversalité, c'est ces mots en français, qui se manifeste de plus en plus. On reviendra sur la manière dont vous appréhendez les briefs contracts. Mais avant cela, Frédéric... toi, tes créations, alors pour rappel, évidemment, tu as designé la fameuse chaise Luxembourg pour Fermob, une chaise qui est présente partout dans le monde, de la Tour Eiffel jusqu'à Central Park, bien évidemment. À la base, c'était une chaise qui avait été pensée pour quoi? Pour le contract? Pour les particuliers? En fait, je pense qu'à la base, mais c'est pas je le pense, je le sais, c'est une chaise qui n'a pas été pensée. Tout simplement, c'est une chaise qui a été faite à façon, par des artisans, directement, à la main. C'est une chaise qui n'a pas été dessinée. On a fait des recherches, on n'a jamais retrouvé de plan, par exemple, de cette chaise. Donc on ne connaît pas qui l'a dessinée, si elle a été dessinée. En tout cas, si c'est le cas, il n'y a aucune trace. Donc voilà. Et ta création Luxembourg, quand toi oui, tu as moi, je l'ai dessinée. réinterprété cette... Oui. Cette icône finalement de l'espace public, hein, parce que c'est le jardin du Sénat, quand tu t'es dit je vais designer une chaise qui va s'inspirer de ça, tu la voyais pour quel usage? Je réfléchissais pas tellement à l'usage. Moi, je voyais le jardin, le monde du jardin, et surtout le jardin du Luxembourg, qui pour moi est un lieu parisien complètement mythique et culte que j'aime. Mais vraiment, à l'époque où j'ai dessiné cette chaise, je vivais pas très loin du jardin du Luxembourg. J'avais mes enfants qui étaient
tout petit, je poussais la poussette, je me souviens, dans le jardin du Luxembourg. Et c'est pour moi quelque chose d'assez affectif, en fait, le travail sur cette chaise, dans un premier temps. Et quand tu... Sur la fonction, c'est vraiment, pour moi, du mobilier de jardin, et l'idée aussi de faire sortir cette chaise du jardin du Luxembourg et de la rendre accessible à tous. Et tu penses que son succès dans le secteur du contract, parce qu'elle est présente chez énormément de particuliers, on la voit partout, mais son succès dans le contract est dû à quoi? Est-ce que tu as une idée de ça? Oui, une petite idée, je pense. D'abord, par rapport au contract, le contract, c'est quand même un domaine dans le meuble qui est très exigeant en termes de contraintes juste ergonomiques, techniques, de prix, enfin bref, voilà, durabilité. De durabilité, c'est un marché de contraintes. Hein. Donc cette chaise, elle répond à beaucoup de ces contraintes-là. Souvent on me dit elle est confortable. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui compte. Malgré ce que beaucoup peuvent penser, c'est quelque chose qui compte. Elle est confortable, elle est légère, elle est empilable, elle est déclinable, elle est inoxydable et elle a une forme de mémoire. Il y a tout un rapport. On la voit là en même temps qu'on se parle. Ouais, elle a une forme de mémoire, donc il y a un rapport affectif. En fait, les gens la reconnaissent. Elle est présente dans l'inconscient collectif. Et c'est un peu le cas que ce soit pour cet éditeur ou pour un autre. Quand tu as un projet, en règle générale, c'est pour un usage mixte, parce que ça va être justement le cœur de notre échange, mais c'est pour un usage mixte. Tu te dis à chaque fois, ça va marcher, ou en tout cas, ça va être chez les gens, et ça peut être sur des lieux de travail ou dans l'espace public. À vrai dire, pas tellement, mais moi, ce que je trouve sympa, c'est un peu comme dans le monde de la mode, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des tendances dans la mode où on peut à un moment porter des chaussures de sécurité, par exemple, détournées, qui sont des chaussures que normalement qu'on porte dans les usines, et puis aujourd'hui, on retrouve ça, des grandes marques de mode sortent des chaussures de sécurité. J'aime bien l'idée de transférer des styles d'un domaine à un autre, juste pour le plaisir du style, en fait. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant par rapport à Floss. Iconique aussi, il y a un aspect, c'est un produit Justement, pour moi iconique, et je pense que nos produits tous iconiques sont celles qui traversent avec le plus de simplicité. Je n'ai plus besoin d'être là puisque tu as fait la transition à ma place. Des produits iconiques qu'on retrouve finalement dans des projets contract, peut-être parce que ça crée aussi une proximité culturelle avec le client, le visiteur dans un hôtel qui dit « Ah tiens, il y a une Tachia, je l'ai eu chez moi à un moment, tiens, il y a une chaise standard de Jean Prouvé, etc. » C'est quelque chose que vous faites souvent, donc j'imagine, dans des projets globaux, d'insérer des produits iconiques qui sont plutôt liés à la maison, non? Karine? Qui sont liés à la maison, oui, ou qui sont effectivement des produits, c'est des classiques. Donc en fait, ils ont traversé le temps. Ils ont gagné des batailles parce que quand ils ont été lancés, ils se sont démarqués et aujourd'hui ils se démarquent encore des produits qu'on va lancer. Donc c'est pas juste des heureux hasards, c'est des produits vraiment qui persistent. Et ce qui est très beau en fait dans l'aménagement, c'est de mixer en fait des produits contemporains avec des classiques. Et c'est vrai que c'est une signature, donc ils apportent quelque chose. Et dans la période qu'on traverse aujourd'hui, qui est quand même assez instable depuis le Covid, nous on se rend compte que les classiques marchent beaucoup mieux. Et c'est pas juste parce qu'ils sont beaux, mais c'est parce qu'ils sont rassurants. En fait, ils ont quelque chose dans leur design, dans ce qu'ils transmettent, dans l'usage également, qui rassure énormément les gens. C'est une Madeleine de Proust un peu aussi. On a tous vu les chaises de Hims, de Jean Prouvé. On a tous vu une Snoopy à un moment. C'est une marque de qualité aussi. Si on rentre dans un lieu et on voit des pièces qu'on connaît, et on sait que c'est des pièces de qualité, mais on sait qu'on est quelque part qui était bien pensé, bien réfléchi. Et je suis d'accord avec toi, rassurant. C'est rassurant. Souvent, c'est aussi avec des produits nobles, fabriqués avec des produits nobles. Donc, on sait que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc, un entrepreneur qui fait un projet, un hôtel, un restaurant, sait que ce produit va être bon dans le temps. Et le client aussi
profitent de cette qualité. Là, on parlait des iconiques, mais il y a donc les nouvelles collections que vous sortez. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'elles sont pensées aussi pour des usages mixtes dès leur genèse, en fait, dès le cahier des charges. Vous présentiez il n'y a pas très longtemps, on s'était vu à cette occasion au sein des bureaux de Vitra, du showroom, à Paris, une nouvelle collection de canapés qui s'appelle Anagramme, que j'ai trouvé très très réussie parce que cette collection est pensée pour évoluer tout au long de sa vie. De pouvoir passer de chez le particulier à son bureau, ça peut être déménagé, et c'est un flex office et un flex home presque à lui tout seul. Vous pouvez nous en parler de ce type de nouveaux produits? Alors déjà, c'est des jeunes designers qui s'appellent Panthère et Touron, et eux, ils ont démarré leur carrière en faisant de la recherche. Ils ont été les directeurs artistiques de Airbnb, et eux, leur passion, c'était de comprendre en fait la vie des gens. Et ils sont revenus après en Europe et ils se sont dit, ils travaillaient dans la technologie, dans la mode, et ils se sont dit, il y a une industrie qui ne bouge pas assez, c'est l'industrie du meuble, et notamment la maison. Parce que la maison, notamment le canapé, qui est une pièce, c'est presque un fossile, hein, c'est-à-dire que le canapé, on l'achète, et puis si, je sais pas, il arrive quelque chose dans la vie, la famille qui grandit, on déménage, tout d'un coup, on a l'ottoman qui est pas du bon côté, ou la méridienne, c'est la plus grosse pièce, et c'était la moins flexible, et certainement la moins durable également. Donc ils sont revenus avec un concept, hein, avec des plateformes. Et l'idée, c'est il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. C'est un produit, en fait, en fonction de ce qui va nous arriver dans la vie, il va nous suivre pour les 30 prochaines années, voire plus. Donc il y a des systèmes où on va pouvoir changer le sens, en fait, de la méridienne. On va pouvoir mettre des panneaux qu'on va pouvoir clipser, déclipser. Le produit est vegan, donc il n'y a pas de partie animale. Pas du tout de viande. Vraiment, elle coûte très peu cher à nourrir d'ailleurs. Hein. Pour un animal de compagnie, c'est assez rare. Alors pour revenir sur le thème de ce talk, ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait été quand même plus pensé pour la maison parce qu'il a un confort très très soft. Et donc là, nous, les équipes également qui s'occupent du bureau, on l'a testé 2 ans avant son lancement. On a dit c'est impossible, ce produit, il doit aussi venir dans les bureaux. Parce que nous, on a plein de sofas déjà qui sont super bien, ils sont bien pensés, il y a de l'électricité, ils sont assez fermes, on peut travailler dedans. Et lui, c'est un alien. Il est tout soft, on s'assoit et tout d'un coup, on se sent très décontracté, reposé. Et donc là, on l'a nous présenté donc, lors de cet événement dont tu parles. Et aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a autant d'attirance et de succès dans le home que dans le office. Et dans le office, c'est vraiment, on n'y va pas pour travailler. Donc on a des premiers clients qui l'ont pris parce qu'ils se sont dit, nous on veut que les gens se déconnectent. On veut pas juste un espace coworking ou co-café où les gens vont travailler. Non, on va mettre une cafétéria et là on met un espace et les gens, on veut qu'ils se parlent. Et si on veut travailler sur ce canapé, enfin sur ces canapés, il y a une pince brevetée qui est super intelligente, qui peut se clipser tout autour du châssis. Je dis pas de bêtises. Non, hein. On peut avoir des différents formats de table, etc. Ouais. Non, c'est très 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 malin. Ouais. Et est-ce que chez Floss, Jason, tu as un exemple comme ça de produit presque détourné ou alors carrément pensé pour un usage mixte dès le début? Pas totalement. On vient de vraiment se lancer dans le monde de l'éclairage pour les bureaux. Quelque chose que Floss n'est absolument pas connu pour ce domaine. Mais évidemment, en se lançant dans ce domaine, on était obligé de faire quelque chose qui ressemblait à un produit Floss. Et en fait, le gamme qu'on a sorti s'appelle Workmates. Right? Donc c'est vraiment, l'intention, c'est un produit avec lequel on travaille. Mais c'est tellement délicat et simple qu'on peut avoir dans un home office. Et en fait, il y a un rythme circadien. Donc en fait, on commence le matin, on a le café, c'est un peu compliqué, on a 2700 Kelvin et on commence doucement. Et en fait, l'éclairage va changer avec vous pendant la journée. Donc, c'est tout un système, mais aussi avec la lampe de table. Donc, évidemment, ça, on peut prendre à la maison. Mais on a rendu compte qu'en fait, quand on travaille, et je parle même pour mes employés, je sais qu'on est plus efficace à la maison, mais on est moins créatif. Mais il faut, pour être plus efficace et encore plus efficace, on est bien éclairé. Et donc, il faut comprendre les produits techniques en éclairage à la maison. Et si on veut être
cosy et décontracté au bureau, il faut quand même les produits techniques pour qu'on voit ce qu'on fait. Et pour ces produits techniques, vous avez en interne un bureau d'études qui travaille sur les gros briefs contracts. On a un énorme section Paul Messi pour Research and Development, évidemment. Et dans chaque pays majeur en France, j'ai un bureau d'études de 5 personnes. Et nous, on rentre dans les projets et trouver des solutions qui fonctionnent pour chaque client. Oui. Et pour un designer, Frédéric, ces nouveaux usages, est-ce qu'il pose finalement de nouvelles contraintes? Est-ce qu'il y a des évolutions dans les modes de vie, toi, que tu as notées, et qui poussent les designers à être encore plus créatifs, à se réinventer? Les sujets sur lesquels tu travailles en ce moment, est-ce que finalement tu les penses différemment que Luxembourg qui a 20 ans? Je dirais que pour un designer, c'est passionnant parce qu'en fait, il n'y a plus de limites. Tout est mélangé, il n'y a plus de frontières. On peut mettre ça ici, ça. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une période de métissage total en termes d'usage, de fonctionnalité. Donc, et de typologie aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, avoir une lampe à bras de bureau d'architecte, c'est quelque chose d'archi classique. Alors qu'à l'origine, c'est une lampe professionnelle, c'est une lampe de travail. Donc il y a énormément d'objets. Ce qui est intéressant, moi, en tant que designer, c'est d'observer les typologies des objets au cas par cas et de voir comment on peut peut-être transférer telle fonction ou telle typologie ou tel détail, une articulation, un assemblage. Même des matières aussi. Un matériau d'un type de meuble à un autre. Ça, je trouve ça assez intéressant à faire. Moi, en tout cas, de ma propre opinion, j'aime beaucoup faire ça. Parce que c'est beaucoup un travail d'observation, de détails, de choses qui peuvent paraître insignifiantes comme ça au premier regard et qui, en fait, peuvent être déterminantes au final sur un produit. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Il y a l'usage qui a évolué et puis il y a aussi des prises de conscience. On l'avait vu lors de la présentation. Vous aviez beaucoup parlé du réemploi. Oui. Alors, à la fois, Anagram est au début d'un nouveau cycle de vie. Oui. Il est aussi à la fin. C'est-à-dire qu'il reprend, tu en parleras mieux que moi, mais on a tout ce qui est finalement le mot m'échappe, pardon, la garniture du canapé est recyclé, mais il est aussi pensé lui-même pour être recyclé sur d'autres aspects. Aujourd'hui, finalement, je pense pour nous tous, on a une sacrée responsabilité parce que finalement, on amène des nouveaux produits encore sur le marché, mais effectivement, aujourd'hui, pour nous, l'objectif qui a commencé avec les classiques, nous on a vraiment un grand historique des classiques, c'était que le produit dure le plus longtemps possible. D'ailleurs, je voulais te faire une petite anecdote quand tu parlais des usages et de transfert de produits. Nous, on a par exemple certains de nos classiques qui vont être vendus chez McDo. Parce que pour eux, ils vont se dire le produit va durer beaucoup plus longtemps. Donc c'est peut-être surprenant. Et donc nous, on fait attention, on a toujours fait attention parce que 80% de l'impact du produit vient lors de sa conception. Donc il faut vraiment, au moment de la conception, penser à ce que tout soit séparable. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va faire attention aux matières qu'on utilise, donc des matières recyclées qui peuvent être recyclables et pas qu'une fois. Et puis la circularité. Donc on a également, nous, des vitres à circle où on va reprendre des produits, les remettre en état et les remettre en service. On en parlait d'ailleurs avec les produits Artec, oui, qui appartient à Vitra, où il y a ce réemploi. Il y a un nom d'ailleurs à cette collection. C'est Artec Second Cycle. Voilà, Second Cycle, où les fameux tabourets, on peut les acheter vintage et sans aller aux puces de Saint-Ouen. Là, c'est la marque elle-même qui propose, avec cette patine, avec cette histoire, et on s'approprie
l'histoire de l'objet. Et là, on peut vraiment parler d'icône pour le coup, parce que tout à fait. on rentre dans une vraie histoire du meuble. Jason, sur ce sujet, tu voulais... Sur les matériaux, ça fait plusieurs années maintenant que nous, on n'utilise plus de colle. Tous nos produits sont ou clipsés ou vissés, donc on peut totalement démonter. C'est exactement le même. Et pour tous les produits techniques, en fait, c'est 90% aluminium pour les produits techniques. Donc, en fait, c'est déjà une matière recyclée. L'aluminium est super pour le recyclage. Et après, dans nos produits décoratifs, on a fait énormément de recherches sur les plastiques. On a une superbe suspension Almendra qui est fabriquée d'un plastique qui est un biproduit de la fabrication de papier. Donc, c'est totalement quelque chose qui était, sinon, normalement jeté. Et on arrive à faire un plastique pour le diffuseur qui est superbe. Donc, une recherche en permanence sur les matières. Mais pour nous, le premier geste, et c'est quelque chose que nous, on a déjà parlé avant, c'est de fabriquer des produits qu'on veut garder avec les matières nobles qui durent. Parce que si c'est le dessin, le design est bon et dure moi, j'adore quand les gens viennent avec un arco, qui est une tige qui est tordue dans un déménagement, et c'était l'arco de leur grand-père, et ils veulent l'installer. Et depuis toujours, nous, on fournit des pièces détachées de tous nos produits. Donc, en fait, pour moi, c'est un des gestes, on commence là. Ouais. Il nous reste... Oui, vas-y Fred. Moi, je rebondis sur ce que dit Jason, mais c'est fondamental, en fait. La relation affective entre l'homme et l'objet, c'est la base du design. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la base du design. Et c'est l'aspect écologique d'un produit, il commence là. C'est acheter un objet et ne plus s'en séparer. Pourquoi celui-ci, on ne va pas s'en séparer, et celui-ci, on va s'en séparer? C'est un vrai questionnement. C'est très intéressant. Et je pense que le boulot du designer, c'est de créer de l'affect, de créer de la relation, de créer du lien affectif entre un objet inerte et un être humain, quoi. Ça doit être assez touchant, d'ailleurs, j'y avais jamais pensé pour un designer, de se dire, ah bah, ma chaise, ma table, elle est chez cette personne, ça va être le témoin de, je ne vais pas partir dans de la poésie, mais témoin de la vie de la personne, de la famille qui s'agrandit, de peine, de joie. Les designers, et les objets sont les témoins de plein de choses, quoi. Oui. Sur plusieurs générations, quand ils Totalement. sont bien faits. Totalement. Parce que par exemple, nous, on a le classique, le Launcher. Parfois, le faire réparer, ça peut presque valoir le prix d'un neuf. Et personne ne veut s'en séparer. On va en parler. Voilà, et donc nous on a donc sur le campus Vitra qui se retrouve près de Bâle, on a le Vitra Design Museum, on a retrouvé le premier Launcher en fait qui avait été fabriqué donc en 56, et la famille nous l'a donné pour qu'on le mette dans le musée. Et en fait, il avait déjà eu plusieurs vies. Donc c'est très touchant parce qu'on a beaucoup de gens nous aussi qui nous contactent pour savoir comment ils peuvent remettre à jour leurs produits. Ils veulent surtout pas s'en séparer. Et vous êtes très proactif là-dessus. D'ailleurs, je t'avais fait part d'un petit incident. Tu m'as dit, mais on veut voir, on peut faire quelque chose. Il y a vraiment ce désir de rendre pérenne, et vous avez conscience de la valeur de vos créations. Et ça, c'est très beau. Pour finir, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fier en termes de contract spécifiquement, puisque ça reste quand même le thème, un truc récent? Moi, j'ai une petite idée peut-être là, un truc express. On a parlé juste avant sur le Grand Palais. Nous, on a fourni énormément de l'éclairage, pas tout 100%, mais beaucoup de l'éclairage pour le Grand Palais. Et c'est un magnifique bâtiment qui est juste emblématique de Paris pour moi. Et donc, très fier de ce projet. Et tout se mesure pour être exactement ce qu'on avait besoin pour ce projet. Karine, chez Vitra. Tu sais quoi, je vais rebondir sur ce que dit Jason, parce que nous, pour le Grand Palais, la réouverture, donc Vitra, nous sommes partenaires de Art Basel Paris, qui est quand même un très bel événement. Et donc là, on a fourni on a fait tous les salons hospitality, donc café, restaurant. Donc c'est vrai qu'on nous connaît beaucoup plus pour la maison et le bureau. Mais dans nos produits, ils peuvent également très bien aller dans des hôtels, des restaurants, et c'était absolument magnifique. Et il y avait l'anagramme dont tu as parlé, et il y avait des classiques, et il y avait des contemporains.
hein. C'était hyper vivant. Et même l'équipe en fait qui s'occupait du salon venait nous dire mais c'est incroyable parce que les gens restaient plus longtemps, ils étaient bien assis, ils ont une belle expérience. Donc ça fait très plaisir. Et toi, Frédéric, alors, je vais peut-être changer un tout petit peu la question. Est-ce qu'il y a un endroit où ça t'a marqué de voir ta création, où tu t'es dit, waouh, quand même, un objet que j'ai designé est là? Il y a énormément d'endroits. J'ai été vraiment gâté sur cet aspect-là. J'aurais jamais imaginé. Un endroit en particulier, bon, je dirais New York quand même, c'est quand même... Central Park, c'est quand même... Alors Central Park, je crois moi, pas. Je l'ai vu non, à c'est Central Brooklyn. C'est à Brooklyn. Brooklyn Bridge Park. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Brooklyn Bridge Park, ouais, c'est quand même très... Et puis l'Oculus aussi, de New York. Voilà, après, il y en a tellement d'autres. Je t'avais envoyé une photo, j'étais pas retourné à la Tour Eiffel. Allez voir mon Instagram et puis vous verrez. Allez voir l'Instagram de Frédéric Sophia, il est vachement bien. J'ai pas beaucoup d'abonnés. venez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et j'ai posté tous les lieux. Enfin, pendant quelques années, je me suis amusé à poster que des photos de gens qui prenaient en photo ma chaise sur des lieux très touristiques ou très cultes, quoi. Et je trouve ça assez sympa. Souvent, je le regarde et je trouve ça assez dingue, en fait. C'est le nain de Amélie Poulain. Cette espèce de tu voyages avec la chaise. Le pouvoir d'ubiquité d'un objet, quoi. Ça, c'est assez magique, quoi. Bah, c'est très beau. Tu voulais ajouter quelque chose, Jason? Une petite anecdote. Moi, j'adore, et en fait, ça, moi, je vois l'éclairage, tu vois pas les meubles, mais je rentre le soir en vélo et je vois des suspensions, les lustres de floss dans les fenêtres des gens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. J'adore voir des couleurs différentes, les décorations, mais une suspension je sens qu'on fait quelque chose d'utile. Donc sur ce plateau, vous êtes chez des millions de Français, en fait. C'est ça le truc. Vous êtes partout. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Merci à toi. Au studio d'Esprit Contract. Moi, je vous dis dans pas longtemps, parce qu'on a Sophie Lacroix de Bureau Lacroix qui est là, et nous allons nous retrouver pour un nouveau format qui s'appelle, un nouveau format, une nouvelle appellation, c'est Regard, un échange avec un architecte, un promoteur, un éditeur, pour parler de son parcours et de ses créations. À tout à l'heure.